Bienvenue dans l'univers e-censure, où l'imagination rencontre l'innovation et chaque histoire commence parmi les étoiles. Ici, nous explorons des idées infinies, des visions audacieuses et les mondes qui façonnent notre avenir. Entrez dans l'univers où la créativité ne connaît pas de frontières. C'est e-censure. Lettre ouverte à Louise Arbour sur la vérité réprimée du génocide rwandais de 1994 par Ali Youssouf Mugenzi. Chère Louise Arbour, j'espère que ce message vous trouve en bonne santé et de bonne humeur. En tant que personne ayant consacré une partie importante de ma carrière au journalisme et à la défense de la vérité sur le Rwanda et le Burundi, et compte tenu de votre âge avancé, si vous réfléchissez à votre passé et contemplez la vie après la mort, je vous exhorte à inclure votre mandat en tant que procureur en chef du Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, pour les raisons que j'expose dans cette lettre. Vous avez trahi les Rwandais en compromettant la résolution de l'ONU numéro 955, adoptée le 8 novembre 1994, qui a créé le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, dans le seul but de poursuivre les personnes responsables du génocide et d'autres violations graves du droit international commises sur le territoire du Rwanda et par des citoyens rwandais responsables du génocide et d'autres violations similaires commises dans des États voisins entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre, Tizen ni Undre au Nitifir. Vous avez créé un précédent dans l'histoire des Nations unies en ne menant pas d'enquête sur un acte de terrorisme international, le déploiement d'un avion présidentiel transportant 2 chefs d'État en provenance d'un sommet de paix. Un tel acte a causé des dommages durables à la réputation des Nations unies. Les décisions auxquelles je fais référence sont la dissolution de l'équipe nationale du TPIR chargée de mener des enquêtes sur diverses questions, notamment identifier la ou les personnes responsables de l'attaque mortelle au missile du 6 avril 1994. La dissimulation de l'enquête de l'équipe nationale secrète, note de service interne, qui contient des détails sur l'attaque au missile du 6 avril 1994 contre l'avion présidentiel du Rwanda, ayant entraîné la mort du président rwandais Juvenal Habyarimana, du président burundais Cyprien Ntaryamira, de l'équipage français et de tous à bord. L'arrêt de l'enquête sur l'attaque à la roquette contre l'avion du président Juvenal Habyarimana, un acte de terrorisme international qui relevait du statut du TPIR en tant que violation de l'article 4, relatif à l'article 3 commun aux Conventions de Genève. Vous seul, Louise Arbour, pouvez expliquer pourquoi l'équipe nationale du TPIR, chargée d'enquêter sur diverses questions, y compris identifier la ou les personnes responsables de l'attaque à la roquette fatale du 6 avril 1994 a été dissoute. Cette équipe vous avait indiqué qu'elle était proche de découvrir la vérité concernant les 2 théories concurrentes sur l'attaque à la roquette. La communauté internationale attribuait depuis longtemps l'attaque à des Hutus radicaux proches du président, mais il n'existait aucune preuve soutenant cette théorie. Il y avait quelques spéculations selon lesquelles le Front patriotique rwandais, FPR, en serait responsable et certains éléments d'information soutenaient cette hypothèse. L'équipe nationale a obtenu en 1996 des informations selon lesquelles un soldat de la mission d'assistance des Nations unies au Rwanda, MINUAR, avait intercepté une émission radio sur le réseau du FPR peu après le crash de l'avion, indiquant que la cible avait été atteinte. De plus, il y avait un rapport selon lequel un soldat des forces armées rwandaises, FAR, avait entendu la même émission ou une émission similaire. En raison de vos décisions, le TPIR a mené ses procédures sur la base d'hypothèses conjecturales selon lesquelles des extrémistes Hutus auraient abattu l'avion du président Habyarimana, malgré le fait que l'équipe d'enquête du TPIR vous ait fourni des informations impliquant le président Paul Kagame, des membres de son administration et l'armée dans une implication directe dans la chute de l'avion du président Habyarimana, ce qui a déclenché le génocide. Au lieu d'agir sur ces preuves, vous les avez dissimulées et elles restent non divulguées à ce jour.
Par conséquent, le TPIA a conclu ses procédures en accusant uniquement les Hutus. Vos décisions ont gravement compromis une réconciliation authentique entre Hutus et Tutsis. Elles ont déformé l'histoire du génocide rwandais au point que la rectification devient difficile, sauf si la résolution 955 est réactivée. En février 1997, un tournant dramatique est survenu dans l'enquête lorsque 3 témoins potentiels de bonne foi se sont manifestés. 2 d'entre eux connaissaient la coopération de l'autre. Le 3e était indépendant et nous croyons qu'il n'avait aucune connaissance des 2 autres. Tous les témoins étaient anciens ou actuels membres du FPR et, en raison de leurs fonctions, étaient en mesure de connaître personnellement la véracité des informations fournies. Les informations fournies, bien que non vérifiées, étaient extrêmement détaillées au point de nommer les individus impliqués dans la planification et l'exécution de l'attaque à la roquette. Les sources ont indiqué que le alors leader du FPR, le général Paul Kagame, aurait formé un réseau et que lui et ses conseillers supérieurs auraient mis en œuvre un plan pour abattre l'avion présidentiel à son approche de l'aéroport de Kigali. J'étais extrêmement préoccupée par la décision du juge Harbour et je pensais qu'elle était erronée tant sur le plan juridique que politique. Je suis retournée à Kigali et peu de temps après, j'ai démissionné du TPIY. Même James Earl Lyons, le commandant des investigations du TPIY, n'était pas d'accord avec votre décision de cesser d'enquêter sur l'attaque à la roquette parce que c'était un acte de terrorisme international qui relève clairement du statut du TPIY en tant que violation de l'article 4 lié à l'article 3 commun aux Conventions de Genève. En tant que commandant des investigations, je croyais que l'enquête sur l'attaque à la roquette relevait du mandat du TPIY. C'était l'étincelle qui a déclenché tout le Rwanda dans une conflagration qui a finalement coûté la vie à 700 000 à 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait exprimé son horreur face à cette attaque terroriste et avait ordonné que toutes les informations concernant l'événement soient recueillies. Le statut du TPIY, article 4, incluait spécifiquement les actes de terrorisme dans sa liste d'infractions. À mon avis, il y avait plus qu'une justification suffisante pour que le TPIY considère l'attaque à la roquette comme un événement criminel international relevant pleinement de sa compétence. Aucun membre de la direction du TPIA ne m'a jamais suggéré que l'enquête était en dehors du mandat. Au contraire, les discussions entre le personnel supérieur portaient sur l'énorme défi qui nous attendait pour identifier les responsables. Monsieur Hourigan m'a régulièrement informé, ainsi que d'autres membres du personnel supérieur du TPIY, de l'avancement des enquêtes, et cela comprenait toujours l'enquête sur le crash de l'avion. Hourigan et certains membres de son équipe ont informé la procureure en chef Louise Arbour lors de l'une de ses rares visites à Kigali. À aucun moment, la juge Arbour ne m'a transmis, ni à ma connaissance, à un autre enquêteur supérieur que le crash de l'avion était en dehors du mandat du TPIY. Louise Arbour, les Rwandais restent perplexes face à vos décisions. Hourigan soupçonnait que quelqu'un, quelque part, vous ait fait pression. Je pense que des personnes inconnues au sein de la direction de l'ONU et peut-être ailleurs ont fait pression sur la juge Arbour pour mettre fin aux enquêtes de l'équipe nationale sur l'abattage du président Habyarimana. Cependant, Edward S. Herman et David Peterson, les auteurs de Enduring Lies, The Rwandan Genocide in the Propaganda System, 20 Years Later, vous imputent directement la responsabilité. Ils ont décrit vos actions comme un fiat et ont noté qu'elles ont été entreprises en dehors du mandat du CPI, non par une décision de la Cour. Après la condamnation de Jean Kambanda, le premier ministre du gouvernement intérimaire, vous avez publié une déclaration. La condamnation de Jean Kambanda et la condamnation de Jean-Paul Akayesu, 2 jours plus tôt, sont les étapes les plus importantes à ce jour dans l'éradication de la culture de l'impunité au Rwanda et ailleurs dans le monde. Comment avez-vous pu faire une déclaration aussi ridicule en siégeant au rapport interne de l'équipe secrète nationale d'enquête? Votre déclaration n'a pas révélé les tactiques illégales que les procureurs sous votre commandement, peut-être avec votre autorisation, ont employées pour contraindre une plaidoirie de culpabilité de la malheureuse Kambanda, qui a renoncé à sa plaidoirie de culpabilité immédiatement après sa condamnation, citant de nombreuses astuces sournoises
du procureur et de son avocat. Les auteurs de Enduring Lies ont décrit votre déclaration comme une tactique superficielle, en faisant référence à l'observation de John Laughlin dans son livre A History of Political Trials, où il notait ainsi la condamnation emblématique d'un ancien chef de gouvernement pour génocide par un tribunal international, une condamnation qui a elle-même été utilisée pour obtenir des verdicts de culpabilité lors de procès ultérieurs, a en réalité été prononcée contre un homme plutôt confus qui a immédiatement rétracté sa plaidoirie de culpabilité en se fondant sur le fait qu'elle avait été faite sous la contrainte par souci de la sécurité de sa famille et suite à de mauvais conseils d'un avocat qui était un ami du procureur et qu'il n'avait pas instruit. Lors d'une réunion privée avec l'ancien président du Burundi, Pierre Nkurunziza, paix à son âme, à Londres en 2012, j'ai demandé des nouvelles du silence de son gouvernement concernant la mort du président Cyprien Ntaryamira, qui a été tué aux côtés du président Habyarimana le 6 avril 1994. Je me souviens qu'il a dit la phrase « Amaboko yaku arazi siritse », ce qui signifie « Nos mains sont liées ». Comment? Demandai-je. Il a décrit les deux présidents comme des martyrs de la paix et des victimes des efforts de l'opposition pour stabiliser les deux nations. Il a noté que l'assassinat du président Ntaryamira avait profondément marqué les Hutus burundais, d'autant plus que Cyprien Ntaryamira n'était en fonction que depuis 2 mois. Son prédécesseur, Melchior Ndadaye, le premier président Hutu élu démocratiquement, a été assassiné par l'armée Tutsi alors qu'il était en fonction depuis 3 mois. Les deux présidents avaient grandi au Rwanda en tant que réfugiés après la mort de leurs parents lors de la tuerie de masse des enfants et intellectuels Hutus dans les années 1972, estimée à environ 200 000, qui a donné à la région des Grands Lacs la première vision d'une vague génocidaire de tueries. Louise Arbour, je vous exhorte vivement à être honnête concernant vos décisions. Partagez toutes les informations pertinentes, même si elles sont difficiles, est la seule voie pacifique pour résoudre le conflit Hutu-Tutsi pour le pouvoir et la justice, qui a causé des pertes humaines importantes. Les questions non résolues que vous avez créées restent dans le cœur des Rwandais et des Burundais. Le poids des vérités non dites pèse sur les familles et les communautés, alimentant des cycles de méfiance et de tristesse. L'avenir ne peut pas être construit sur des demi-vérités. Ce n'est qu'en confrontant ouvertement le passé que le Rwanda et le Burundi peuvent espérer une réconciliation et une guérison sincère. Ce faisant, vous contribuerez à protéger l'humanité contre la manipulation, la désinformation et la fausse information. De plus, cette action pourrait faciliter la réactivation de la résolution 955 que vous avez précédemment compromise et pourrait finalement gagner le respect des peuples rwandais et burundais. Alternativement, préparez-vous au jugement divin inévitable au cours duquel les esprits d'environ 1,5 million d'individus, y compris les anciens présidents Cyprien Ntaryamira et Juvenal Habyarimana, seront convoqués pour témoigner de votre violation de la résolution 955. Si je décède avant vous, mon âme fera partie de ceux qui seront convoqués. Si je vous survis, je les rejoindrai plus tard. Je m'efforcerai de persuader Michael Horrigan d'aider à plaider en faveur de la sentence divine la plus sévère contre vous. Il vaut mieux dire quelque chose en retard que ne rien dire du tout. Dans sa réponse, il a mentionné votre nom, Louise Arbour. D'après son langage corporel, je pouvais voir qu'il était profondément en colère contre vous. Il m'a dit que vous étiez responsable de la dissolution de l'équipe nationale et de la confiscation du rapport de l'équipe Horrigan. Il a suggéré que des individus d'un pays ou de plusieurs pays importants au sein des Nations unies vous aient fait pression pour prendre de telles décisions inhabituelles, car ils protégèrent des personnes et des réseaux responsables de l'attaque à la roquette. Il a mentionné que soulever cette question auprès des Nations unies à l'époque aurait été inutile. Le président Nkurunziza m'a dit que le Burundi soulèverait cette question aux Nations unies au moment approprié. Il est décédé 8 ans plus tard, toujours en fonction, sans avoir tenu la promesse qu'il m'avait faite. Je ne suis pas certain si le gouvernement actuel partage le même point de vue. Vous venez de vivre l'univers Izanzur, où chaque fin déclenche un nouveau départ. Restez connectés, restez inspirés et souvenez-vous, l'univers n'est aussi grand que vos rêves. À la prochaine,
continuer à explorer.